Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants. Et tout ça de manière très terre-à-terre bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette 3e saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien LOASO est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Bienvenue dans cet épisode quelque peu lunaire, quelque peu étoilé. Vous l'aurez compris, c'est un épisode spécial astrologie avec la brillantissime Paula von Groote. Au menu aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment du parcours de Paula, qui est aussi artiste et qui a longtemps travaillé dans la communication web avant d'écouter sa petite voix qui lui susurrait à l'oreille « astrologie ». On va pas mal parler des archétypes de Mercure, Saturne et Neptune, de qu'est-ce qu'un retour de Saturne, de pourquoi tout le monde flippe lors des rétrogrades de Mercure et de comment j'ai été bloquée par un mec sur une appli de rencontre quand je lui ai dit que j'étais vierge ascendant Capricorne. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Paula. Bonjour Raphaël. Paula, ça fait longtemps que j'attends ce moment. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Cette interview devait se faire il y a à peu près 1 an et demi. Je t'avais contacté pour la première saison du podcast. On n'a jamais réussi à faire cette interview parce que la vie. Jusqu'à aujourd'hui, donc autant vous dire que je suis bien préparée et que je veux tout savoir de toi. Alors, Madame Paula von Groote, comme ton nom l'indique, tu es brésilienne. Tu es une astrologue que je suis depuis des années. J'adore tes oracles du ciel le dimanche soir. Je pourrais t'écouter parler astrologie pendant des heures. Je m'en lasse jamais. Tu as une telle connexion avec les astres, les sphères célestes, que quand tu parles, on sent que tu es vraiment connecté à autre chose, à un autre monde. Ça a démarré à quel moment dans ta vie, cette découverte ou cette reconnexion au langage des astres ? Il y a eu plusieurs phases. Quand j'étais adolescente, je suis tombée en fait sur un livre dans la bibliothèque de mon père. C'était donc un livre d'art et dans ce livre d'art, il y avait des reproductions d'un facsimilé italien qui s'appelle Da Sfera et il y avait des dessins qui représentaient les planètes qui régissaient les signes. Et je me rappelle que sans me rendre compte, j'étais tellement fascinée en fait par ces images que j'ai appris ce qu'on appelle les régences planétaires quand j'avais 15-16 ans. Je voyais, le soleil qui régissait le signe du lion, la lune qui régissait le signe du cancer. Après, je me dis, ah ouais, Mercure régit 2 signes. Et je me rappelle vraiment d'être dans mon lit en train de faire les connexions comme ça. Et ça, c'était mon seul contact avec l'astrologie, c'était à travers ces images. Je lisais pas les horoscopes. Jamais j'aurais imaginé devenir astrologue. Je voulais être prof de philo. Et quand je suis venue en France faire mes études, c'était vraiment ça en fait qui m'a aiguillonnée. Mais de fil en aiguille, je suis allée en école prépa, puis après j'ai intégré une grande école et je me rendais compte en fait que c'était juste pas possible. Étant étrangère, je suis d'origine brésilienne, c'était très compliqué en fait de devenir fonctionnaire en France. Donc de fil en aiguille, j'ai laissé tomber mon rêve d'être prof de philo et je me suis concentrée sur la communication. Parce que j'ai toujours adoré aussi, transmettre, comprendre, apprendre et tout ça. Donc je me suis dit, tiens, je pense qu'avec la communication, je peux continuer en fait à faire ça. Le temps passe, je travaille dans la communication, web surtout. Mais au bout d'un moment, il y a eu comme une sorte de lassitude d'être tout le temps le Mercure des autres. D'être tout le temps au service du message des autres. Non pas que j'invalidais le message des autres, c'était pas ça, mais c'était simplement que je me disais, mais attends, mais je pense que j'ai aussi quelque chose à dire et je m'octroie pas ni la place ni le temps de le faire. Et c'est à ce moment-là où je commençais à sentir en fait une sorte de frustration qui revenait, qui grandissait pas mal. Et à un moment donné, je me suis posé la question, j'aimerais beaucoup pouvoir transmettre quelque chose, mais quoi ? Et je me suis dit, je voudrais bien pouvoir transmettre un savoir qui ne se périme pas. Et c'est vraiment venant de nulle part, petite voix qui dit astrologie.
Et ma première réaction, c'était: «Mais tu n'es pas astrologue. Genre, qu'est-ce que tu vas transmettre si tu ne sais rien?» Et puis la petite voix toujours, hein, qu'on peut appeler la voix de l'intuition, hein, ou le daimon, un peu à la Socrate. Donc cet esprit qui nous accompagne, en fait, qui murmure dans des moments clés de notre vie. Bah, le daimon m'a dit apprends. Apprends pour transmettre. Je suis vierge ascendant Capricorne. Je me suis dit, bon, si tu t'y mets, il faut que tu t'y mettes sérieusement. Tu vas pas partir dans les décors. Il faut que tu te donnes un programme, une méthode. Mais pardon, entre le moment où tu as 15 ans, où tu découvres ce livre chez ton père, et 2017 où tu te dis astrologie, vierge ascendant Capricorne, j'y vais, mais j'y vais vraiment, il n'y a pas d'astro là-dedans, quoi. Bah, en fait, c'est ça la chose. Moi, dans ma façon de percevoir les choses, il n'y avait pas d'astro. Mais mon mari me dit que oui, il y avait de l'astro déjà. Ok. Et qu'est-ce qu'il dit, ton mari? En fait, c'est dans les soirées. Parfois, je posais des questions. Quelqu'un me parlait d'un truc et puis je posais une question. Je me rappelle une fois, j'étais à Miami. Ça, c'était très drôle. Mon mari n'était pas là d'ailleurs. J'étais avec ma tante à Miami et j'étais à un dîner et à côté de moi était assis un monsieur. Et on commence à discuter. À un moment donné, je lui pose la question, mais c'est quoi ton signe? Il me dit Gémeaux. Et là, il commence à me parler d'un problème de dos qu'il avait. Je dis, visiblement, t'as tellement dissocié le mental de ton corps qu'il va falloir faire quelque chose à ce sujet. Et il était scié. Mais vraiment scié. Il m'a dit, très, très à l'américaine, il m'a dit, but it's amazing. How can you possibly get that about me? And I was awesome. Awesome, you know? Et moi, c'était des choses très, très simples. Il n'y avait pas plus que ça. Mais disons que toujours, il y avait peut-être un moment donné où je posais quand même la question pour comprendre un peu mon interlocuteur, même si je lisais pas de l'astrologie. Je lisais pas les horoscopes, ça m'intéressait pas. Mais j'avais gardé, je sais pas d'où, ou de mon adolescence, ça. Et la seule chose que j'avais fait avant, c'était un cours de tarot avec une amie. Et j'avais trouvé ça fascinant d'apprendre le tarot. Et j'ai compris en fait qu'il y avait quelque chose au niveau de la communication symbolique qui me parlait énormément. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré l'astronomie. J'ai toujours lu énormément sur l'astronomie, énormément sur la philosophie. Et j'adore les mythes. Les mythes m'ont sauvé la vie quand j'étais enfant. Ça sent, parce que moi qui écoute tes oracles du ciel, tu fais souvent référence à ça. Et c'est tellement imagé. Et je trouve que c'est ta patte à toi en tant qu'astrologue. Mais ça sent que tu vis ça, en tout cas, la mythologie. Ah oui, ça m'a vraiment sauvé la vie quand j'étais enfant. C'était ma façon de m'évader. Et donc, quand, pour une raison très mystérieuse, astrologie est apparue, je me dis, ok, tu vas étudier. Et j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis dit, je vais trouver une université, parce que j'ai toujours adoré étudier, donc ça me faisait pas peur. Et là, je trouve la Faculty of Astrological Studies à Londres. C'était un cursus en fait sur 3 ans. Et donc, j'avais 2 heures de cours magistral par semaine avec beaucoup de lectures en fait. Et quand j'ai commencé les cours, je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours baigné dans ça. Parce que l'astrologie, c'est de la mythologie, c'est de la philosophie, c'est de l'astronomie. Et j'ai découvert la partie psychologique, que je connaissais beaucoup moins bien. Et je me suis dit, en fait, c'était tout ce que j'ai toujours voulu faire et que je savais pas. C'est un petit peu comme si l'astro, c'était la pièce manquante, en fait. C'est-à-dire que tu avais plein d'autres pièces du puzzle qui étaient déjà en place. Et là, 2017, l'univers a dit, Paula, voici la dernière clé. Ouais, c'était un peu comme si c'était le point focal, en fait, de tous ces centres d'intérêt. C'est que finalement, les choses s'alignaient. Tu vois, ce qui était épars, effectivement, prenait un sens. Et j'avais besoin aussi d'avoir un rapport à l'autre profond. Ça me satisfaisait plus, en fait, le côté superficiel, trop rapide, où tu peux pas vraiment te poser avec quelqu'un et comprendre qui est en face de toi. Et pour moi, l'astrologie, c'était cette possibilité d'ouvrir un espace de dialogue avec l'autre où tu intègres de la profondeur, en fait. Et j'avais vraiment besoin de ça. Est-ce que c'est pas un trait de la Vierge ?
C'est possible. Je pense que la Vierge, en fait, elle a besoin de comprendre. Hmm. Et dans cette nécessité de compréhension, on a besoin de mettre en place des systèmes. On aime beaucoup les systèmes. Oui. Moi aussi, je suis vierge ascendant Capricorne. N'est-ce pas? On aime les systèmes. On aime les Et les systèmes. to-do list et les post-it. Voilà. Et, et en fait, c'est ça qui est intéressant. On a besoin en fait, de créer en fait, une cohérence. Pour moi, la profondeur, elle est plus, je dirais, dans les signes d'eau, notamment avec le scorpion. J'ai une Vénus qui est en scorpion. Et pour moi, je la vois plus par ça. Et plus cette connexion aussi à l'invisible, et ainsi de suite. La Vierge, je dirais que si j'avais eu que, disons, parce que j'ai mon soleil qui est en Vierge, et puis j'ai mon milieu du ciel aussi qui est en Vierge, mais je suis pas que Vierge, quoi. C'est-à-dire que j'ai du Vierge, évidemment. J'ai beaucoup de Balance. Ça, c'est mon côté artiste, certainement. Et mon côté communicant, et tout ça. Et puis, j'ai ce scorpion quand même qui est là, qui marque beaucoup cette nécessité dans les rapports de profondeur. Et petite, donc tu dis que la mythologie, ça t'a un peu sauvé la vie. Est-ce que tu penses que tu étais connectée à une certaine spiritualité déjà petite? Je suis née à Rio, mais mon père, il était en Allemagne. Donc, j'ai vécu jusqu'à mes 3 ans en Allemagne. Et tes parents sont brésiliens? Ils sont brésiliens. Tous les deux, ok. Et je suis donc rentrée au Brésil quand j'avais 3-4 ans. Et je suis restée à Brasilia, qui est la capitale, jusqu'à l'âge de 10 ans. Et Brasilia est une ville moderne. Le genre de ville où t'as pas de trottoir, le genre de ville où il faut prendre la voiture pour aller acheter ton pain, le genre de ville où tu vis dans des espaces qui s'appellent des blocs, où t'es dans un appartement 302. Et j'étais très malheureuse, en fait, d'être dans cet environnement hyper moderne. Et je sentais qu'il manquait quelque chose, je sentais qu'il manquait de l'histoire, je sentais qu'il manquait une convivialité de rue, en fait. Et ça me faisait vraiment... pour moi, c'était comme une sorte de violence de vivre dans un environnement de ce type. J'arrivais évidemment petite, je comprenais pas pourquoi. Mais c'était comme si... D'ailleurs, je le dis aujourd'hui, c'est comme si j'avais vécu dans une colonie martienne de l'âge de 4 ans à 10, quoi. Et donc, c'était une période qui était très difficile. Et ma façon, en fait, de m'évader, c'était à travers la bibliothèque de mon père. Toujours cette bibliothèque de mon père. La fameuse. Donc, il avait des super livres qui montraient, voilà, la Grèce, je me rappelle. Je passais des heures en train de regarder des images des îles grecques. Premier livre que j'ai lu, c'était une adaptation de l'Odyssée pour enfants. J'avais 7 ans. Et en fait, c'était la mythologie grecque qui me donnait ce côté de dire je peux voyager où je veux, en fait. J'ai pas besoin de sentir que je suis ici, quoi. Donc, c'était vraiment une forme d'évasion. Et cette connexion, disons, au spirituel, dans ma famille, parce qu'on est brésilien, je me rappelle quand j'allais à Rio, passer l'été chez ma grand-mère, parfois je m'endormais dans ses bras et elle était en train de prier le rosaire. Donc, j'adorais la sensation dans les après-midi chaudes comme ça, d'avoir quelqu'un qui est en train de murmurer comme ça le chapelet, tu sais. Je trouvais ça, c'est un peu une Madeleine de Proust. Et apparemment, quand j'avais 4 ans, ça, j'ai plus de souvenirs, mais c'est mon père, en fait, qui le raconte assez souvent. Il dit, voilà, un jour, Paula, t'es venue me voir et tu m'as demandé, mais pourquoi les gens, ils ont peur de la mort? Et moi, je savais pas quoi dire. Mon père, il savait pas quoi dire. Il dit, bah, on a peur de la mort parce qu'on sait pas ce qui va se passer, parce que c'est le gouffre, parce que ça fait peur. Et moi, je dis, mais papa, mais c'est bête, en fait. Il faut pas avoir peur de la mort. Mais pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que papa, on vit, on meurt tellement de fois. Mais tellement de fois. C'est tellement naturel. Je comprends pas pourquoi les gens, ils ont peur. Il dit, mais d'où est-ce que tu sors ça? Qui êtes-vous? Et moi, c'était... papa, je sais parce que j'ai vécu beaucoup, je suis morte beaucoup de fois. Et donc, je voudrais juste que les gens, ils arrêtent de paniquer à cause de quelque chose de si normal, quoi. C'est normal. Et là, il allait poser la question, alors tu te rappelles d'une vie passée? Et évidemment, là, j'étais redevenue enfant, tu vois, j'étais partie jouer. Et ça, c'était, disons, un peu une sorte je dirais, de pièce qui m'a jamais quittée, quoi. Et c'est vrai que ce positionnement par rapport à la mort, par rapport à qu'est-ce qui se passe après, par rapport à l'âme et ainsi de suite, c'est pas quelque chose qui m'angoisse du tout. Non pas que je vois des esprits, parce que je vois pas. Parfois, je fais des rêves vraiment géniaux. Prémonitoire? Pas prémonitoires, non. Je dirais que je fais des rêves cosmogoniques.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En fait, j'ai des expériences en rêve qui sont des expériences, pas comment les appeler, ouais, fondamentales, cosmiques, des choses, une fois je me rappelle, j'ai fait un rêve, où je rencontrais un mendiant et je comprenais que ce mendiant, il était un sage et de fil en aiguille, je rentrais dans la tête de ce sage et je voyais le monde à travers ses yeux et ça faisait un peu penser à la musique des Beatles, tu sais, The Fool on the Hill et je voyais le monde, mais sur un point de vue, disons, c'est comme si je gagnais en hauteur, je voyais le monde d'en haut et je voyais en fait toutes les choses se passer de façon, simultanée et en accéléré, quoi et je voyais tout. C'était incroyable comme rêve, quoi. Donc j'ai eu ça comme rêve. Donc parfois j'ai des rêves qui me permettent de comprendre ou de vivre, pas comprendre, mais de vivre des idées ou des concepts que jusque-là restaient purement abstraits, tu vois. Et puis j'ai mon travail artistique qui, d'une certaine façon, je suis assaillie en fait par des visions et j'ai besoin de les sortir. Je pense que beaucoup d'artistes sont comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c'est comme si t'étais enceinte de quelque chose et au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Il faut que ça sorte, quoi. Ouais, il faut que tu le vides quelque part, en fait. Pour moi, c'est super important de transmettre aussi les visions que j'ai parce que, comme moi, quand j'étais adolescente, où je suis tombée sur ces images de d'Asphalt, les images, comme d'ailleurs dans les textes alchimiques, sont des supports de savoir. Bien Donc, sûr. mais c'est un savoir qui mobilise en fait d'autres capacités non simplement discursives et rationnelles. Ça te demande en fait d'avoir un peu aussi ce côté plus analogique, plus synthétique, parce que c'est une image, c'est tout d'un coup. Et être en rapport avec ça, ça peut vraiment déclencher aussi des choses, quoi. Pour moi, c'est quelque chose aussi, on fait l'effort d'être à l'écoute de soi et à l'écoute du monde, c'est un peu inévitable. Et je pense que beaucoup de personnes ont des visions et ont cette petite voix qui leur parle. Mais le problème, c'est qu'en fait, on va disqualifier ça. On va disqualifier ces expériences-là en disant que c'est ma fantaisie, c'est pas vrai, c'est pas important. Et une fois, j'ai entendu Steven Spielberg, grand gourou, non, je blague. Mais Steven Spielberg, il donnait une interview où il disait que l'intuition, elle murmure. Elle ne crie pas. Elle prend pas de mégaphone. C'est le mental qui crie, ouais. Et je suis totalement d'accord avec lui. C'est-à-dire que si tu te mets pas suffisamment en silence pour écouter ce qui se passe, tu passes à côté. Et en fait, tu passes à côté, je dirais, de la dimension magique de la vie. Parce que tout parle. Tu peux apprendre en regardant une abeille qui bourdonne, tu peux apprendre en regardant une fleur qui s'épanouit, tu peux apprendre en juste regardant le feu qui crépite. Tu vois, tout ça parle à partir du moment où tu permets que ces choses-là puissent te parler. Et donc, du coup, 2017, tu commences ton école d'astrologie. Est-ce que tu es en mode tac, 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 il y a tout qui... Tu vois, il y a tout qui fait sens. C'est comme si c'est comme si c'était la continuité, en fait, de tout ce que tu avais appris avant. Donc, il y avait un peu ce sentiment de rentrer dans une maison que je connaissais déjà. I've been here before. I've been here before. Quand pour comprendre la pensée astrologique, une des périodes les plus importantes, c'est quand même la Grèce. Et donc la période hellénistique, Platon, Aristote. Et donc je revenais en fait à mes cours de philo et ce que j'aimais en philo. Parce que j'aimais pas tout en philo. Donc j'avais vraiment ce sentiment en fait de rentrer en territoire que je connaissais. Et l'astrologie en fait m'a permis de mettre tout ça en ordre. Tu vois, c'est comme si tout d'un coup, je trouvais une autre façon d'organiser, en fait, ce savoir. C'est la Vierge qui trouve son système. Exactement. C'est la Vierge qui trouve son système. Et ce que j'aime beaucoup dans ce système, c'est que il est d'une profondeur ahurissante. Et ce que je dis aussi souvent, c'est que pour moi, quand je regarde un thème astral, j'ai l'impression d'être en train de regarder le miroir de l'âme de quelqu'un. Et c'est ce type de perception-là qui m'intéresse. Une âme qui s'incarne. Donc, en fait, on est en train de parler vraiment de l'incarnation d'une âme.
Donc c'est vraiment l'idée que la mort, en fait, est un état intermédiaire et comment tu navigues, en fait, ce moment-là. Et ça m'a fait vraiment... Et c'est ça, en fait, ça me fait beaucoup penser à Socrate qui disait, pour apprendre à vivre, il faut apprendre à mourir. Et ça, pour moi, c'est une vérité fondamentale. Si tu veux vraiment être ici, il faut que tu comprennes que tu n'es pas éternel. Et se vouloir éternel et se percevoir comme éternel dans une incarnation, c'est finalement... C'est comme si tout d'un coup, toute la beauté du monde, finalement, devenait terne. Tu vois ? Donc, il y a quelque chose, je trouve, dans la manifestation, dans le fait qu'elle est éphémère, le fait qu'elle est en mouvement, qui donne du relief, qui donne justement ce côté vibrant. Et donc, pour moi, penser à la mort n'est pas du tout quelque chose de macabre, ou quelque chose d'ailleurs qui m'attriste. Au contraire, c'est savoir que carpe diem, quoi, goûte ici maintenant, parce que tu ne sais pas. Et je trouve ça sain, en fait. D'avoir quand même cette présence de dire oui, fais les choses, c'est ici et maintenant. Et donc, c'est un peu le temps de Kairos. C'est une sorte d'allégorie que les Grecs parlaient beaucoup. Donc, c'est le bon moment, Kairos. Et donc, il était figuré avec une sorte de touffe de cheveux sur le devant de la tête et le reste du crâne rasé. Et donc, en fait, quand tu es prêt, tu peux voir Kairos qui arrive. Donc, tu le prends par le devant de la tête pour saisir le moment. Parce que si tu n'as pas saisi le moment au bon moment, une fois qu'il passe, tu peux plus l'attraper. Donc, il y a vraiment cette notion de le bon moment, de comprendre que en étant profondément ici, on est en vie. Oui. Et toi, t'as senti ça quand t'as vraiment embarqué dans le monde de l'astro avec cette école, tu t'es dit, ok, c'est bon, c'est maintenant. Déjà, quand j'ai commencé l'école, je dis, ok, je vais apprendre l'astrologie, je vais voir si ça me plaît. Parce que toujours une certaine prudence, tu vois. J'ai commencé, j'ai adoré. Donc je me dis, ok, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon truc. Après, il y a eu un deuxième temps où, donc pendant 1 an, on étudie le thème astral. Et donc au bout d'1 an, on est en capacité de lire un thème astral. Et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup étudié. Et je me suis dit, bon, Paula, là, tu ne peux pas rester au bord du port. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu te jettes à l'eau. Il faut que tu commences à lire des thèmes. Et donc ça, c'était une vraie peur. Donc c'est comme si j'avais appris à cuisiner, disons, des soufflés pendant 1 an. Au bout d'1 an, t'es censé faire un soufflé que tu vends, que tu vois. Et c'était un peu ça dans ma tête, quoi. C'était vraiment de très vite franchir ce cap et de dire, ok, je vais commencer avec ce que je sais. Donc au début, je proposais que des thèmes de naissance. Très vite, d'autres techniques ont commencé à s'ajouter et j'ai pu, petit à petit, donc être plus dans les techniques en fait prédictives de l'astrologie, donc les révolutions solaires et les transits. Et ça, c'est comme si tout d'un coup, le thème astral, qui est une sorte d'image figée, tu commençais à la travailler en mouvement. Et c'est fascinant parce que tu vois la notion des cycles. Les cycles d'une vie, comprendre la qualité du moment, être en capacité de dire à quelqu'un, voilà, là, pendant cette période qui s'annonce, il y a ça qui s'ouvre, ça qui probablement va être plus complexe, mais du coup, toujours avec cette notion de navigation. Tu vois, on s'est toujours orienté par le ciel, de façon concrète. C'est vrai. On peut s'orienter. L'agriculture, la navigation. Les guerres. Et en fait, je trouve que c'est ultra important de s'orienter par le ciel, aussi d'un point de vue interne. De comprendre la qualité du moment dans notre évolution. C'est super important. Et toi, pour toi, en quoi étudier et connaître notre thème astral, ça peut nous aider ? Je pense que déjà, de se regarder dans ce miroir qu'est le ciel, il y a comme une sorte d'exercice de vérité, d'authenticité. Tu te vois pour ce que tu es. Ombre et lumière. Ouais. Et je trouve que c'est beau. Parce que... Et d'ailleurs, je le dis vraiment... parce que voilà, peut-être c'est le côté vierge. Mais je doute énormément. J'ai beaucoup des moments où je doute de moi, où il y a le côté où je dis, t'es pas suffisamment ci, t'es pas suffisamment ça, machin. C'est le côté vierge. C'est fatigant. Hein. Ouais. Et en fait, je reviens à mon thème comme une sorte de pense-bête, quoi. De dire, mais n'oublie pas, tout ça, c'est pour que tu puisses faire ça. Moi, je le connais très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui est génial avec un thème, c'est que même quand tu le connais très bien, tu peux toujours continuer à l'explorer.
Et certaines choses se révèlent à toi, justement, avec la maturité. Donc, pour moi, c'est déjà très important de comprendre qui on est. Et le thème astral, il sert à ça. Connais-toi toi-même. La base. La base. La base. La base. Et à partir du moment où tu te connais toi-même, tu comprends en fait que tu n'es pas figé. Parce que le problème, il est là. Parfois, les gens, ils se disent, une fois que je me connais, ça veut dire qu'en fait, je suis comme un petit papillon épinglé dans une sorte de petite boîte et puis c'est fait, quoi. Non. Se connaître soi-même est un processus. Et quand on se connaît vraiment, on comprend qu'est-ce qui est en lumière, qu'est-ce qui est dans l'ombre, qu'est-ce qu'on peut travailler sur soi pour continuer à avancer, sur quoi on doit faire aussi la paix. Parce que souvent, je pense qu'on perd beaucoup d'énergie dans la vie en train d'essayer de lutter contre des parts de nous-mêmes, alors qu'en fait, on doit les intégrer. Il faut être beaucoup plus dans un mouvement, disons, d'acceptation et d'apprentissage, d'être soi, que finalement de lutte ou d'essayer de se calquer sur le modèle de quelqu'un qui n'est pas toi. Donc, tout ça emmène, je pense sincèrement que quand on comprend son thème astral, on rentre en contact avec notre vérité. Et connaître sa vérité est libérateur, vraiment libérateur. Parce que on sort, disons, de cette illusion qu'il y a un paramètre de succès, qu'il y a un paramètre de beauté, qu'il y a un paramètre de joie, qu'il y a un paramètre d'amour. Non. Et d'ailleurs, quand on fait de l'astrologie, une des premières choses qui commence à poindre le bout de son nez, c'est la tolérance. On comprend que les gens sont différents et que les attentes de chacun aussi. Donc, c'est dans ce sens-là où je pense que plus on se comprend, plus on devient tolérant de l'autre. Quand toi, tu as vraiment plongé dans l'astrologie en étudiant à Londres, est-ce que tu as vu ton thème et donc toi, ta vérité d'une manière différente? Est-ce que ça t'a amené à certaines découvertes? Est-ce que tu es rentré dans une autre dimension en fait de toi-même? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai découvert mon thème, j'ai pu comprendre beaucoup de mes compulsions. Beaucoup de mes obsessions. C'est toujours ça. C'est toujours pas mal, tu vois. Parce que j'ai compris en fait pourquoi j'avais ce côté monomaniaque. Je suis monomaniaque, c'est-à-dire que pour moi le travail c'est l'alpha et l'oméga, et au point où les gens me disaient mais Paula, mon mari notamment, Paula, il faut que tu débranches un minimum. Et en fait, quand j'ai vu mon thème, je dis ah bah voilà, maintenant je sais pourquoi. J'ai Cher tout Marie, tout s'explique. J'ai quasiment tout dans ma maison 10. Mais maison 10, c'est la maison, voilà, de la mission, de la carrière, et ainsi de suite. Donc j'ai quasiment tout qui est là-dedans. Donc évidemment, j'ai une sorte de tropisme à surinvestir cet aspect de ma vie. Et donc, parce que je sais ça, j'ai dû apprendre en fait à créer aussi de l'espace pour d'autres aspects de ma vie. Parce que j'ai quand même des planètes dans d'autres maisons, quelques-unes quoi, qui sont là en train de... Et des importantes d'ailleurs. La Lune qui est en maison 5, mon Mars qui est en maison 8. Si on regarde dans mon thème, je dis ok, il va falloir aussi que tu puisses investir ces autres aspects de ta vie, parce que sinon tu t'es capable de rester sur une seule chose à l'exclusion de tout le reste. Donc moi, ça m'a fait beaucoup de bien en fait de comprendre ça. Oui, ça t'aide à prendre de la hauteur en fait sur certaines facettes qui peuvent être un peu trop dans l'extrême, et tu dis en fait ok, ça maintenant je sais pourquoi c'est là. Qu'est-ce que je peux faire pour adoucir, contrebalancer et contrebalancer surtout. C'est vraiment cette question d'équilibre. Et d'ailleurs dans les techniques dans mon livre, je suis tombée sur une astrologue brésilienne extraordinaire qui s'appelle Emma Costé de Macheville, qui est décédée. Elle est décédée dans fin des années 70. Et elle avait développé une technique qui s'appelle l'ombre et lumière. Elle parle beaucoup de cette notion d'équilibre, de rééquilibrage. Parce que si on regarde un thème de façon statique, c'est quasiment comme si on disait, bon voilà, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Bon, ok, c'est fini, ciao, bye. Vis avec ça. Alors qu'en fait... dans cette perspective dynamique de quête d'équilibre, on comprend en fait qu'on peut volontairement travailler à rééquilibrer certaines choses du thème. Et cette technique d'Emma Costé de Macheville est une technique, disons, moderne, mais cette femme, elle avait vraiment un flair extraordinaire, parce que là, en ce moment, je suis en train de... j'arrête pas d'approfondir. Oui, c'est un truc qui s'étudie toute la vie. Toute la vie. Façon. Et je suis en train de vraiment m'intéresser à l'astrologie, disons, traditionnelle.
Et dans l'astrologie traditionnelle, il existe en fait des techniques qui s'appellent de rémédiation. Et rémédiation, c'est face à des aspects dans ton thème qui sont challengeants, qui sont complexes, tu peux apprendre en fait à les rééquilibrer. Je connais pas encore totalement comment ils faisaient ça, mais je sais maintenant que ça existe et je sais que c'est quelque chose que j'ai envie d'aller explorer, cette notion de la rémédiation. Ouais, c'est arrondir les angles quand c'est un petit peu trop obtus. Et en effet, un thème, c'est pas fixe. Et moi, je trouve ça génial. Moi, on m'a fait mon thème astral quand j'avais 29 ans. Genre 3 mois avant un énorme chamboulement de vie, tu vois. Et l'astrologue m'avait dit, parce qu'elle m'avait fait un truc énorme, tu vois, un dossier de 60 pages où on avait tout débriefé, elle m'avait dit, mais ça, tu vas pouvoir le garder toute ta vie, en fait. C'est ton thème. Et j'adorais avoir cette espèce de bible de moi que j'arrivais pas trop à décrypter. En fait, je le lisais, mais c'était un petit peu dans le vide, je comprenais pas trop. Je l'ai relu plusieurs fois. Et maintenant, j'étudie un peu l'astrologie pour le kiff. Et en fait, je le lis tellement différemment. Et je vois mon thème aujourd'hui à presque 35 ans. Et quand je le lisais à 29 ans, et je me dis, mais en fait, ce qu'elle me disait, c'est vachement plus moi aujourd'hui que qui je pensais être à 29 ans. Tu vois ? C'est pour ça que, par exemple, moi, je trouve... Parce qu'il y a plusieurs façons, en fait, de faire une lecture de thème. Effectivement, il y a cette façon, disons, de faire une sorte de rapport de plusieurs pages, où on a cette Bible. Ça, c'est beaucoup dans une tradition française. Ça, c'est vraiment la façon française, disons, de faire les lectures de thème. Moi, j'ai vraiment appris dans la perspective anglo-saxonne, où ça se passe comme un entretien, comme vraiment un dialogue. Donc, évidemment, c'est enregistré, donc la personne pourrait écouter ça autant de fois qu'elle veut. Mais disons qu'il y a cette notion de... Oui, ton thème, il est toujours là toute ta vie. Mais évidemment que toi, t'es en train de changer. Donc, à chaque fois que tu vas regarder ce miroir de toi-même, tu n'es plus la même personne. Tu vas pas voir la même chose, ouais. Tu vois, c'est Héraclite, on se baigne jamais 2 fois dans la même rivière. Donc, faire une lecture de thème à 20 ans, faire une lecture de thème à 30, faire une lecture de thème à 50, le thème reste le même, mais le thème va dévoiler des choses de la personne qui ne seront perceptibles qu'avec le temps. C'est comme un vin, c'est quelque chose qui s'ouvre petit à petit avec le temps. Oui, j'aime beaucoup cette image. Un miroir, c'est très important pour se regarder et mettre les idées en place. Mais tu peux pas rester fixé face au miroir, sinon tu fais ton narcisse. Et l'astrologie est un outil. Et comme tout outil, tout dépend de qu'est-ce qu'on fait avec. Donc ça peut devenir quelque chose qui enferme si on vient avec une intention de contrôle, de pouvoir. Et ça peut être quelque chose qui ouvre si on vient avec une posture, je dirais, d'humilité et d'émerveillement. Parce que c'est beau aussi. Je trouve ça intéressant, l'astrologie, en termes de prédiction. Et là, je parle sur le plan collectif. Est-ce que tu as un exemple en tête d'un aspect ou d'un transit de dingue où ça s'est révélé, en fait, sur le plan collectif ? Je dirais 2020. Mars 2020 ? 2020. Saturne. Ouais, la méga concentration de planètes lentes en Capricorne. Donc, tu avais une conjonction de Saturne, Pluton, Jupiter... Mars, qui est quand même venu aussi se... J'arrive, les gars. Et on a eu 2020, quoi. Et en fait, c'était un astrologue français qui est décédé, André Barbeau, qui dans les années 90 avait dit ça. Il avait 2020, probablement une épidémie. Un truc... il avait dit épidémie. Il avait épidémie parce qu'en fait, la dernière fois que tu avais eu une concentration comme ça de planètes lentes, c'était dans les années 80. Et il y a eu l'épidémie du sida. Et en fait, donc, c'était pas dans les mêmes signes, mais il y avait eu cette concentration de planètes lentes dans un seul endroit du ciel, quoi, dans un seul signe. Et en fait, il a compris, il a fait tout un travail comparatif parce qu'il était... Donc, ça s'appelle en fait de l'astrologie mondiale, quand on commence à regarder le collectif comme ça. Il a pu établir cette corrélation de quand les planètes lentes sont toutes amassées dans un signe, la probabilité pour qu'il y ait des catastrophes ou des épidémies ou des guerres, des choses comme ça, des choses vraiment chamboulantes au niveau mondial sont accrues. Sacré André. Il était pas mal. Il a vu loin. Est-ce que tu as une planète préférée ? Une planète préférée ? Est-ce que tu as une planète préférée ? J'adore Mercure.
T'es J'adore mercurienne en Mercure. même temps, t'es vierge. Ouais. Bon, disons que j'ai 2 planètes que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est mon soleil et mon ascendant. Mercure et Saturne, mine de rien. Ouais. Ah, tu aimes Saturne? Comme quoi, hein. Oui, Mm. je dirais que parce que justement Saturne a toujours très mauvaise presse et à juste titre, hein. Saturne, c'est pas exactement, le bouton train. Non. Mais peut-être parce que j'ai un Saturne qui est exalté dans mon thème, il est très fort mon Saturne. J'aime beaucoup cette notion de construction dans le temps, du mérite, de l'effort. Donc je suis beaucoup dans cette énergie. Mm. Donc Saturne, c'est une planète qu'effectivement, je respecte beaucoup. Mais évidemment, si je devais dire celle que je préfère, c'est Mercure. Et pourquoi c'est Mercure? Parce que Mercure, déjà dans les mythes, dans la mythologie, j'aime beaucoup ce côté farceur. J'aime beaucoup ce côté de jouer, de ruser, de raconter. C'est Hermès, non? aussi Hermès. Et d'ailleurs, c'est ce rapport en fait au langage que j'apprécie particulièrement. Et Mercure, c'est ça, c'est le dieu en fait, voilà, des voyageurs, des commerçants, des voleurs et des raconteurs aussi, des conteurs. L'astrologie d'ailleurs, c'est un art mercuriel parce que on doit utiliser la parole pour transmettre des choses. Donc on est totalement sous l'égide d'Hermès, Hermès Trismégiste. Mm. Et puis j'ai à la maison une fois j'étais en Italie et je suis allée en fait à Milan où il existe une boutique qui s'appelle Il Meneghello. Et c'est un peu le temple du tarot. Donc c'était un monsieur qui faisait des cartes, donc un maître cartier traditionnel. Et là-bas en fait j'ai acheté 3 jeux et un des jeux c'était en fait donc un fac-similé d'un jeu de cartes dessiné par Montaigne. Et dans ce jeu de cartes, il existe les planètes qui sont personnifiées. Et j'ai Mercure. Et il est magnifique, le Mercure de Montaigne, parce que tu le vois avec des bottes un peu comme le chaboté. Donc, il a ses bottes de 7 lieues. Il a donc évidemment son caducée avec 2 dragons. C'est même pas des serpents, mais c'est 2 dragons qui s'entrelacent. À ses pieds, on a la tête d'un monstre qui s'appelle Argos. C'était un monstre qui était recouvert d'yeux, qui gardait en fait le jardin avec des pommes d'or. Et donc, Hermès, en fait, il arrive, grâce à la musique, à l'endormir et il aide un héros en fait à continuer sa quête. Donc moi à chaque fois que je regarde Mercure, j'ai l'impression d'être vraiment face à celui qui va me permettre de trouver les solutions. Et comme ça va vite, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce côté agile et vivace de Mercure. Ok. Et est-ce qu'il y a une planète que tu n'aimes pas particulièrement? C'est pas que j'aime pas. Mais disons que je suis particulièrement prudente avec cette planète, c'est Neptune. Neptune, il vient te séduire, tu sais, il t'intoxique, tu vois. C'est magnifique, tu fais des rêves extraordinaires, c'est un peu comme les vapes. Ça me fait penser un peu, tu sais, au 19e siècle, les endroits où les gens allaient pour fumer de l'opium. Ça, c'est des endroits neptuniens. Donc évidemment, tu peux partir dans un rêve, dans un trip extraordinaire. Mais si tu fais pas gaffe, t'es attiré vers le fond, t'es attiré vers les abysses. Et Neptune, dans la mythologie, je trouve de tous les dieux, c'était le plus implacable. Il était pire que Pluton, parce qu'il était irascible, totalement imprévisible, extrêmement violent. Quand j'étais en train de faire l'oracle des constellations, je dirais que les parties du ciel qui sont les plus problématiques, les plus difficiles, sont souvent liées à un mythe neptunien. C'est-à-dire que, par exemple, dans le ciel, il y a une constellation qui s'appelle la baleine. Et cette baleine, l'étoile principale est Menkar. Et Menkar, en fait, signifie la narine de la baleine ou la gueule de la baleine. Et c'est une étoile, en fait, qui vient parler d'inconscient. Donc, c'est le genre d'étoile que si elle est active dans ton ciel, il y a toujours ce risque que tu puisses effectivement t'engouffrer, en fait, dans des forces qui te dépassent. T'es dans le ventre de la baleine. C'est important comme épreuve initiatique, mais disons que moi, particulièrement, ça me fait peur. Mais ça me fait peur un peu ce sentiment-là. Donc, Neptune, je dirais, de toutes les divinités, c'est celle finalement où j'aurais plus de prudence face à lui. Très bien. Ouais. Tu sais, j'ai regardé, petite aparté, mais j'ai suivi un cours avec Dimitri George sur les maisons. Là, c'était tout un cours sur la maison 1 et elle disait surtout regardez s'il y a des planètes à côté de votre ascendant parce qu'en termes de qui suis-je, ça va vraiment jouer, etc. Et j'ai Neptune à côté de mon ascendant. Et il est en maison 12 ou maison 1 ? Maison 1. D'accord. Mais tout collé à ton ascendant, tout proche ? Et il est pas très loin, ouais. D'accord. Mais pas collé, et il est rétrograde.
D'accord. Et c'est vrai que j'ai tendance à très vite me faire des films, à partir dans des illusions et à être très souvent déçue. Et j'ai jamais compris pourquoi. J'étais comme ça. Mais je te dis ça s'est passé genre la semaine dernière ou il y a 2 semaines, tu vois. Et donc j'ai fait ce cours-là avec Dimitri Georges et j'étais là, mon Dieu, Neptune. Donc voilà, je voulais juste te raconter cette anecdote parce que je me suis rendu compte de cette portée beaucoup moins fun que Neptune peut avoir. Et c'est ça la chose, hein, c'est pas pour c'est comme tout archétype, hein. Un archétype, c'est un univers. Et comme tout dans notre univers, il y a un côté ombre et lumière. Donc Neptune, dans son côté lumineux, c'est le rapport au mystère, c'est le rêve, d'ailleurs, tu vas avoir un Neptune proche de l'ascendant, ça donne vraiment cette capacité aussi à avoir aussi un aura de mystère, de quelqu'un qui a quelque chose, tu vois, où il faut aller. On peut pas aller tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la personne qui décide ou pas de te laisser rentrer, quoi. Il y a quelque chose de très, de mystérieux, de mystique même, par rapport à l'aura de la personne. Donc ça, c'est le côté lumineux de Neptune, et c'est très beau. Ça donne un côté quasiment comme si la personne était une sorte de diamant multifacette, quoi, tu vois. Et quelle est la facette que je vois aujourd'hui de toi? Et même toi, quand tu vas vers le monde, il y a un côté où tu vas percevoir le monde à travers, tu vois, des tas de miroitements différents, et c'est extraordinaire, c'est très beau. Mais le problème, c'est que si on n'est pas conscient de ça, le revers de la lumière neptunienne, c'est la déception. Et c'est le côté aussi, souvent Neptune, il va aussi charrier beaucoup cette notion de sacrifice. Je vais sauver, ou j'attends qu'on me sauve. Et en fait, en faisant ça, on rentre dans le triangle de Karpman, que je parle tout le temps du triangle de Karpman, parce que franchement, quand je l'ai découvert, il m'a vraiment marqué. Sauveur, victime et bourreau. Bah oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit je vais sauver quelqu'un ou que quelqu'un peut me sauver, on est en train de créer une relation qui n'est pas horizontale en fait avec l'autre. Et en créant ce genre de relation, on est en train de forger le scénario de la déception. Parce qu'on voit pas, on se voit pas et on voit pas l'autre pour ce que l'autre est. Et d'ailleurs, parfois, on veut même pas voir parce qu'on préfère le rêve. C'est souvent ça. Je préfère le rêve à la réalité. Et je dirais que le plus beau ici, ce serait peut-être de dire que la réalité a sa part de rêve et qu'on peut tout honorer sans rentrer dans une dimension de sacrifice, de sauver, et ainsi de suite. C'est important. Ouais. Non, et puis je pense que c'est aussi ce que je trouve rassurant avec l'astrologie, c'est que chaque archétype a son côté lumineux et son côté sombre. Donc en fait, c'est après un choix aussi de choisir un peu son camp, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que connaître son thème, c'est important parce que tu as des outils pour te dire « Ah, ok ». Tu vois, moi, le fait de capter que Neptune est en maison 1 à côté de mon ascendant, je me suis dit « Ok, d'une, c'est pour ça ». Je comprends mieux. Donc, j'ai une tendance à idéaliser à tout. Et donc, maintenant, j'ai un outil, en fait. Enfin, tu vois, je peux dire « Non, là, Raphaël, arrête ». Ça n'est pas la réalité. Enlève les lunettes roses. Ouais. Tu vois. Et tu vois, dans ce que tu dis, c'est vrai. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours la capacité, on a toujours le choix. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant dans la façon dont les archétypes en fait se présentent dans la vie, dans notre vie, c'est qu'on va passer par le côté ténébreux. Je dirais surtout quand on est jeune. Oui. Quand on est jeune, mais oui, mais parce qu'il faut. Oui, il faut. C'est Sinon, important. tu connais pas. Bah oui. Voilà, l'expérience du ventre de la baleine, quoi. On a ces expériences-là. L'important, c'est de pouvoir ressortir de l'autre côté, parce que ce qui est triste, en fait, ce qui parfois provoque de la peine, c'est quand tu vois quelqu'un, en fait, qui est détruit, en fait, par une épreuve et qui n'arrive plus à se reconstruire. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très triste. Mais quand on arrive à sortir de l'autre côté et que du coup, on a compris que voilà, ok, j'ai passé par le ventre de Menkar une fois. Là maintenant, je vais faire attention pour pas non plus répéter les mêmes erreurs. Ça donne quand même effectivement ce sentiment que on est aussi capable d'agir sur notre vie. Je crois pas du tout à une astrologie qui serait purement déterministe et déterminante. Je pense que le pouvoir d'agir sur la réalité, il est là. Et évidemment qu'il y a certaines choses qui nous arrivent, qui ont l'air d'être effectivement, tu vois, de l'ordre du fate, du destin. Et effectivement, il y a des choses qui nous arrivent qui sont comme ça. Genre, il y a des tas de choses qui nous tombent dessus. Mais on a toujours la possibilité de
choisir comment on se positionne par rapport à ça, déjà, donc c'est une posture stoïque, avoir cette capacité de se ressaisir et de comprendre qu'on a cette capacité-là. On peut aussi volontairement agir sur notre vie et dans le monde. Heureusement, la dignité humaine, elle est là. Quand on fait ce travail de vérité vis-à-vis de soi, qu'on arrête de juger les autres et qu'on comprend en fait que c'est notre posture qui finalement donnera le ton de notre vie quotidienne, tout peut changer. Vraiment. C'est vraiment l'idée, le verre il est à moitié vide ou à moitié plein, c'est toi qui choisis. Et parfois c'est difficile. Et évidemment, parfois on peut voir des thèmes où c'est compliqué de voir le verre à moitié plein. C'est compliqué. Ouais, parce que... on voit des thèmes où tu dis, oh là là. Bien sûr. C'est chaud. Parfois, non, mais même la personne, elle va venir de son propre chef dire ouais, j'ai du mal à avoir la foi, j'ai du mal à croire en moi. Et on peut voir, d'ailleurs, c'est souvent Saturne qui est de la partie dans ce genre de choses, le coquin. Mais du coup, oui, c'est possible de travailler dessus. Paula, c'est quoi un retour de Saturne ? Retour de Saturne, c'est ce que tu as vécu quand tu as fait ta première lecture de thème. Tu avais 29 ans. Ouais. Donc en fait, retour de Saturne, ça se fait effectivement à l'âge de 28-29 ans. Et c'est en fait, ça se reporte en fait à ce qu'on appelle un cycle planétaire. C'est le temps de révolution d'une planète autour du Soleil. Donc la Terre, elle prend 1 an pour faire le tour du Soleil. Et Saturne prend 28-29 ans pour faire le tour du Soleil. D'accord, ok. Donc, dans ton thème de naissance, quand tu nais avec un Saturne, ton Saturne, il est où ? Il est en Scorpion ou en Sagittaire ? Mon Saturne, il est en Sagittaire. Ouais. Quand tu es né avec donc, Saturne en Sagittaire, ça prend 29 ans pour que Saturne revienne à la même position. En Sagittaire. Voilà. Ouais. Et donc, l'interprétation de ça, c'est qu'un cycle saturnien, c'est un cycle qui vient parler... Donc, le premier retour de Saturne, donc qu'on connaît à 28-29 ans, correspond en fait à une sorte de moment de maturité, où on accède en fait à un statut, disons, d'adulte. Parce que Saturne, dernière planète visible à l'œil nu de la Terre, marquait les limites, les confins du monde. Et donc, Saturne, il est lié vraiment à la fois à Chronos, le gardien du temps, les limites de l'univers, et au Sénex, donc au vieillard, à la maturité. Et souvent, 28-29 ans correspondent dans la vie des gens à des moments effectivement un peu charnières. Certains vont se marier, certains vont avoir des enfants, d'autres vont s'acheter une maison, d'autres vont décider de quitter leur boulot du jour au lendemain parce qu'en fait, il n'y a pas de sens. Donc, il y a vraiment tout ça en fait qui se joue. Ça dépend évidemment du thème de chacun, mais disons que la thématique, elle est là. Et donc, les cycles planétaires sont très intéressants parce que ça te permet en fait de comprendre à quel moment t'en es en fait, de ton évolution. Tu vois, t'as aussi besoin d'avoir cette sorte d'expérience où tu comprends en fait pourquoi tu fais les choses ou pas. Et c'est souvent des moments de charnière, souvent dans la vie des gens. Et Saturne, comme toujours, c'est un peu... il vient nous tester. Saturne aussi, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un peu un principe en fait qui vient cristalliser les choses. Si on est trop dans l'énergie saturnienne, on peut se rigidifier. Tu vois, on peut être totalement dans le contrôle, en fait, de qu'est-ce qu'on a construit, qu'est-ce qu'on a fait, notre respectabilité sociale, mon titre, ma maison, tu vois, ce genre de trucs. Et évidemment qu'il y a d'autres forces qui sont en jeu, d'autres cycles planétaires qui sont en train de se jouer, et des cycles, notamment des planètes qui se trouvent après Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, qui viennent les uns après les autres tester la structure et surtout parfois détruire certaines constructions parce que ces constructions sont mortifères. Je pense que c'est un peu comme dans la formule alchimique, c'est solve et coagula. Il faut qu'il y ait dans la vie à la fois des mouvements de cristallisation, mais il faut aussi qu'il y ait des moments de dissolution. Si on est trop d'un côté ou trop de l'autre, on n'est pas dans le juste milieu. On n'est pas dans une construction vivante. On est soit dans une thésaurisation de ce qu'on a construit, avec une sorte d'atrophie de notre ego ou une rigidification de notre ego, quand on est trop dans le côté figé. Et puis, si on est dans le côté trop dissolu, là, c'est Menkar, quoi. C'est dissolution de l'ego, folie, on s'attache plus à rien, il y a plus d'encre, en fait. Donc,
L'idéal, c'est une fois de plus de trouver le juste milieu entre ces deux forces, quoi. Et dans une vie, c'est complexe de maintenir l'équilibre. Bah oui, parce que c'est comme comment on dit, un funambule, tu sais, qui est constamment sur le fil et bah voilà, il y a certains moments où tu perds un peu l'équilibre, où on se remet en question aussi, mais c'est sain, quoi. Et je pense que Saturne, je suis un peu d'accord avec toi, ce que tu disais au début de l'interview. Moi, je pense que j'aime bien Saturne aussi. Des fois, c'est un peu genre tough love, mais sur le long terme, tu sais que c'est pour ton bien, quoi. Oui, C'est pour le mieux. et je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance finalement de l'univers et pour dire que bah oui, c'est aussi normal de passer par là. Et c'est là en fait où cette notion de prendre la vie comme un jeu, et dans un jeu, tu sais, on s'octroie de perdre, on s'octroie de faire des erreurs, et c'est pas grave parce qu'on est en train d'apprendre. Mm. Donc en fait, ça me fait penser, je pense que c'était Mandela qui disait ça, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Il y a un peu de ça. Donc, et c'est aussi toujours arrivé à ce moment où on se lâche aussi un peu la grappe, hein, de pas non plus prendre les choses au drame et s'en vouloir parce que machin. Non, je pense qu'il y a beaucoup de fois où on a des deuxièmes chances, où on peut s'octroyer aussi des chances. Là où auparavant on pensait que c'était la fin du chemin, que c'est fini, je me relèverai jamais. Et puis en fait, oui, on se relève. Oui, il y a toujours d'autres chemins possibles. Bah, la vie, elle est là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bah oui, bah ouais. Tant qu'il y a de la vie, il y a des choix à faire. Et tu peux toujours faire le choix d'aller vers ce qui t'épanouit. Absolument. Un petit Saturn Return et c'est reparti. Boum, 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 comme neuf. Parce qu'il y a d'autres cycles, hein. Il y a Jupiter aussi. Et là, c'est des cycles plus sympas, normalement. Pourquoi est-ce que tout le monde a peur de Mercure en rétrograde ? Ça, c'est une très très bonne question. Sachant que Mercure est rétrograde 3 fois dans l'année, on devrait être habitué à ça. C'est quasiment comme si les gens ils avaient peur qu'il pleuve, quoi. Ouais. Alors qu'il pleut. Oui. Là, c'est plus, il n'y a plus Internet pendant 3 semaines, quoi. Ouais, mais bon. Il y a des couacs, souvent parce que donc Mercure est lié à tout ce qui est communication, évidemment. Donc on peut avoir des couacs informatiques. En plus, quand on est dans une société informatique, hein, évidemment qu'on est tellement dépendant en fait de nos moyens de communication que si on a des soucis avec Internet et ainsi de suite, ben c'est complexe. Donc on peut avoir des petits couacs comme ça aussi dans tout ce qui est transport, des avions qu'on rate, qui sont annulés, ce genre de trucs. Mais bon, quand on sait que c'est Mercure rétrograde, à la limite, on peut mettre ça sur le dos de Mercure. Mais quand on a ces problèmes et que c'est pas Mercure rétrograde, du coup, là, pour le coup, je trouve ça beaucoup plus frustrant. Ouais. J'aime bien mettre ça sur le dos de Mercure. Ouais. Donc les gens, ils ont peur de Mercure rétrograde. Je pense que c'est un peu une sorte de légende urbaine. Tu vois, c'est pas... Faut juste savoir que quand Mercure est rétrograde, déjà, fais des backups, c'est important, avant qu'il commence sa rétrogradation. Sois sûr que les choses vraiment importantes, tu les as, tu t'es organisé. Sur 2 disques durs externes. Voilà. Si effectivement tu rates ton train ou que ton train est annulé et ainsi de suite, bah, tu dis voilà, c'est comme ça, bah, tu acceptes. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que donc d'année en année, en fait, quand Mercure est rétrograde, il va rétrograder dans un élément. Là, par exemple, cette année, il est en train de rétrograder dans des signes de terre. Ah, et donc, chaque année, c'est tout le temps ? C'est pas aussi clair que ça, hein. Par exemple, là, je sais que cette année, on est dans des signes de terre. Peut-être qu'il y aura encore un Mercure rétrograde l'année prochaine qui sera encore dans un signe de terre. Puis après, pouf, il passe sur un autre élément. Oui, donc il fait vraiment 4 éléments par 4 éléments. Ouais, exact. Ah, d'accord, je savais pas. Exactement. Ça. Ok. Donc là, on est en 2023 avec des rétrogrades de terre. Ok. Une rétrograde, notamment de Mercure, ça t'appelle à reviser, révisiter, réévaluer. Tous les mets ça sur du rétrograde. Ouais. Donc en fait, c'est des moments en fait, où tu peux te poser pour revoir certaines thématiques. Comme on a des rétrogrades dans des signes de terre, c'est lié effectivement au matériel, à l'argent, disons, à l'aspect le plus visible en fait de nos vies.
c'est des moments qui sont très intéressants pour faire ça. Donc, par exemple, revoir ta comptabilité, revoir si, par exemple, tu as construit quelque chose que tu as envie de revoir, en fait, une partie de chez toi, ou refaire la déco, tu vois. Donc, en fait, il faut prendre les rétrogrades comme des moments, en fait, un peu d'introspection. Et dans les signes de terre, c'est une sorte d'introspection, de réévaluation, de restructuration des choses matérielles de ta vie. Donc ça enlève le côté anxiogène de l'idée d'un Mercure rétrograde et on rentre, je dirais, dans quelque chose de beaucoup plus constructif finalement pendant ces périodes. Et moi, par exemple, je prends vraiment les rétrogrades comme des périodes cocon. Oui, donc ça vaut pas que pour Mercure. C'est que les rétrogrades, c'est ces périodes de OK, pause, on regarde Rewind. ce qui s'est passé. Oui, Exact. j'ai un peu l'image de l'entraîneur de foot qui regarde le match avec les joueurs en disant bon là, cette passe-là, ça allait pas du tout. Exactement. Et les rétrogrades permettent en fait de recalibrer un peu les choses, quoi, de comprendre les motivations profondes et finalement de faire un travail sur soi. Et c'est intéressant quand on commence à voir, parce que c'est pas tout le monde en fait qui s'intéresse à l'astrologie, hein. Et là où je trouve où la chose elle est vraiment fascinante, c'est quand on est face à des personnes qui ne savent rien et qui sont tellement dans l'archétype, quoi. Oui, ils ont pas extraordinaire. Ah non, mais c'est fantastique. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment face à des acteurs, des marionnettes, je dirais, des archétypes. C'est incroyable. Et donc, quand toi, tu sais, déjà, t'as la satisfaction de savoir. C'est un peu genre, I know this. Je te le dirai pas, mais... Ah, mais non, mais genre... et surtout, c'est toi qui décides si tu rentres ou pas dans le jeu, tu vois. C'est pas du premier degré. Et ça, c'est parfois assez jouissif. Ouais, parce que c'est un sacré outil, je pense, dans le relationnel. Ouais. Ah ouais. Parce que tu vois, les trucs tels quels. Je dis souvent à mon mari, parce que bon, lui, il m'écoute pas, mon oracle du ciel, hein. Il aime bien l'astrologie et tout ça, mais il m'écoute pas toutes les semaines, il m'a tous les jours. Et parfois... il fait des choses et je dis mais t'es ma cobaye préférée, quoi, parce que franchement je vois la signature là, machin, t'es plein dedans. Et quand je lui dis ça, ils se sont un peu de ça, genre un peu genre ok bon d'accord, je passe à autre chose alors parce que tu m'as dévoilé ce genre de truc. Ça m'amène à ma dernière question qui est pas vraiment une question. J'ai une histoire à te raconter, une anecdote qui fait beaucoup rire mes amis. Et ils ont d'ailleurs insisté, ma meilleure amie Alix a dit il faut absolument que tu racontes cette histoire. Et j'ai besoin de ton avis. C'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques années. Je vivais à Paris, j'étais sur une appli de rencontre. Et je commence à parler à un mec qui était branché astro. Rare. Et donc là, je me dis oh mon Dieu, belle pioche. Donc on papote astrologie, etc. Et donc on est là-dessus dans cette conversation et le mec me demande du coup mon signe et mon ascendant, qui est le même que le tien, du coup, voilà. Donc je dis, je suis vierge, ascendant Capricorne. Et là, le mec me bloque. Mais attends. C'est même pas... Moi, je rigolais avec mes copines, mais j'étais là, mais c'est même pas le mec qui m'a ghosté. Tu vois, non, ça m'intéresse pas. Le mec m'a bloqué. Genre, tu peux plus voir la photo, tu peux plus envoyer aucun message. Cette histoire me fait beaucoup rire. Cette histoire fait beaucoup rire mes amis qui me demandent de la raconter en anecdote à des dîners des personnes que je ne connais pas. J'aimerais avoir ton avis sur cette histoire. Pourquoi bloquer une vierge ascendant Capricorne ? Parce que le ségrégationnisme zodiacal, malheureusement, existe. Le ségrégationnisme zodiacal, j'adore, ok. Ouais, c'est quelque chose qui m'hérisse, mais en fait, c'est typique de... Déjà, pour toi, quand quelqu'un va être, disons, dans ce mouvement ségrégationniste, c'est qu'en fait, t'es en train d'essentialiser les signes du zodiaque. Je m'explique. Dans ta tête, un signe égale une personnalité avec des défauts et des qualités. Une caricature. Voilà. Tu considères que le thème astral, c'est écrit sur du marbre. Et tu considères que tu ne peux être en contact qu'avec des gens qui vont être comme toi. Je sais pas, si peut-être, si t'as bloqué parce que t'es terre, je sais pas, je vais lui prêter peut-être une certaine sophistication astrologique, mais peut-être il s'est dit, oh là là, moi je suis un signe d'air, je peux pas être avec quelqu'un de terre. Parce qu'effectivement, air et terre sont vraiment incompatibles en termes élémentaires.
Ok, mais par exemple, moi, je suis Vierge ascendant Capricorne, et moi, dans mon thème, j'ai Terre et Air. Je suis Terre et Air. Donc moi, en moi, déjà, je suis une contradiction. Et je le vis très bien, merci docteur. Tu vois. Il t'aurait bloqué quand même, le mec. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, il y a ça. Donc en fait, il faut tout déconstruire. Déjà, les signes du zodiaque ne sont pas des personnes. Les signes du zodiaque sont des saisons. On participe à ces saisons. Donc, Vierge, c'est quoi? C'est la fin de l'été. C'est le moment, en fait, où on comprend qu'il faut organiser les choses parce que l'automne et l'hiver arrivent. Donc, c'est un signe de prévoyance, un signe de service. Donc, c'est un signe qui parle de ça. Mais il n'y a pas que des personnes vierges. Il y a des plantes de la saison de la Vierge. Il y a des pierres de la saison de la Vierge. Il y a tout un univers lié à ce signe. Donc, déjà, ça. Si déjà les gens ils commençaient à comprendre qu'en fait, les signes zodiaques, c'est comme des fréquences, c'est comme des couleurs. Moi, je peux ne pas aimer le vert, par exemple. Mais c'est pas parce que moi, j'aime pas le vert que le vert n'a pas le droit de citer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on prend la roue chromatique, on comprend que la roue chromatique, c'est quoi? C'est la décomposition, disons, de la lumière blanche en des couleurs perceptibles à l'œil. C'est un peu la même chose, le zodiaque. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas prendre l'esprit et tu vas le fragmenter en 12. Et en fait, c'est ça qui est magnifique, quoi, parce qu'on est vraiment en train de travailler avec une roue, disons, des saisons. Donc ça, c'est déjà énorme. Et donc, effectivement, quand on comprend qu'en fait, un thème astral, on est beaucoup plus que juste son soleil et son ascendant, même si évidemment, soleil et ascendant sont super importants, mais on a tout un ciel. Et qu'en plus, ce ciel, il est dynamique. Il n'y a pas raison de faire ce genre de choses. Ce qui m'amène à parler de synastrie. La synastrie, en fait, c'est une technique dans laquelle tu compares ton thème au thème de quelqu'un. Souvent, c'est utilisé dans la compatibilité amoureuse. Ah oui, c'est deux thèmes. Tu compares deux thèmes. Okay. Et tu vois, en fait, qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui bloque, ainsi de suite. Déjà, faire une synastrie correctement, c'est un exercice qui est complexe. Tu prends des tas d'éléments en considération, tu vois. Et en plus, l'idée, c'est de pas arriver, en fait, à une sorte de... À mes yeux, d'arriver à une sorte de diagnostic qui va dire cette personne, elle est totalement incompatible, ça va pas du tout, ça va vraiment pas marcher. Pourquoi? Parce que je trouve, et ça, c'est un truc, je suis arrivée à ça... non pas que moi je fasse de la synastrie, parce que justement la synastrie, je vais vraiment doucement, mais quand on parle d'amour, je trouve qu'il y a deux grandes catégories d'histoires d'amour. Il y a des histoires d'amour où tu es avec quelqu'un qui est comme toi. Donc évidemment, il n'y a pas de surprise. Tu sais exactement à quoi t'attendre, la personne elle fait les mêmes choses que toi, s'intéresse au même truc que toi, pense comme toi, machin, tatata. Ça peut marcher, d'être dans une relation où tu es face à quelqu'un qui est un peu ton double. Mais tu as aussi des relations qui peuvent aussi très bien marcher où la personne, elle est complémentaire, où elle va t'apporter des choses que toi, tu n'as pas, ou tu ne vois pas, ou tu ne comprends pas. Donc en fait, à partir du moment où tu comprends ça, moi, je ne vois pas pourquoi il y aurait ségrégation. Tu vois, parce que pour moi, la ségrégation... Et vraiment, je suis arrivée à ce terme parce que je trouve ça scandaleux. En fait, de ghoster ou de bloquer quelqu'un à cause de son signe solaire, c'est tellement... je trouve que c'est violent. Je trouve que c'est rase-bitume. Je trouve que c'est bête, en fait. Oui. Après, là, c'est la réaction qui m'a... Puis le mec, ça faisait 30 minutes qu'on se parlait, tu vois, je m'en fiche. Mais en fait, ça m'a fait rire et je me suis dit, mais mon Dieu, enfin... C'est n'importe quoi. Tu vois, j'étais vraiment surprise et... Non, mais c'est bien que tu as pris ça à la rigolade, tu vois, mais en même temps, je trouve que c'est significatif d'une vision de l'astrologie. En fait, c'est ça. On est dans un monde très génération TikTok. Et je trouve que la façon dont l'astrologie parfois est présentée dans les réseaux, c'est le côté pop culture, rien contre, parfois on rigole, des memes et tout, c'est très bien, pas de problème, mais quand t'es dans une perception de l'astrologie qui est de la fast astrology, c'est comme si tu brandissais un burger et tu disais ça, c'est l'intégralité de la gastronomie. T'es en train d'appauvrir en fait quelque chose qui est millénaire, quelque chose qui est hyper riche, quelque chose qui en fait, à mes yeux, est plutôt une école de sagesse que de ségrégation, tu vois. Donc, une fois de plus, qu'est-ce que tu fais de l'outil et jusqu'où tu vas avec cet outil. Donc en fait, finalement, il t'a fait une faveur, parce que franchement... Ah oui, de toute façon, je pense que j'ai... ce que je me suis dit, I dodged the bullet. Yes, you did. Merci beaucoup, Paula. Merci.
C'est fini pour cet épisode astrologique avec Paula, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous rendre sur son site vonnegroot.com, vous y retrouverez toutes ses créations artistiques, vous pourrez prendre rendez-vous pour une lecture de thème astral et vous renseigner sur les prochaines dates de ses formations d'astrologie. Et ne loupez pas la sortie de son oracle des constellations aux éditions Larousse début novembre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut! Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine.